Dans l'épisode précédent. Alors qu'ils suivent la direction indiquée par la boussole de leur navire, activée par les 2 médaillons de la cave, notre équipage est guidé jusqu'à une minuscule île. Sur celle-ci se dresse un énorme rocher dans lequel une entrée, arborant le signe du trésor de la cave, semble mener vers une grotte souterraine. En laissant Foka garder l'entrée et leur prisonnière Lotus, le reste de l'équipage décide de s'y aventurer. Après avoir erré quelque temps dans ce labyrinthe de roches, Pirate et Vénus trouvent une cavité plus grande, illuminée par des puits de lumière. Ces jeux d'ombre et d'éclats semblent en réalité former une carte indiquant l'emplacement du trésor de la cave. Malheureusement, la terre commence à trembler, les obligeant à évacuer les lieux avant d'avoir pu terminer de tracer la carte dans un carnet. En sortant de la galerie de caverne, l'équipage remarque que Foka et Lotus sont introuvables. Au loin, un bateau s'éloigne disparaissant à l'horizon dans une lueur inhabituelle, l'astre tardif. C'est drôle comme l'eau de l'océan vous paraît d'un bleu vif quand vous êtes libre. Détenu par des geôliers dont vous ne connaissez rien des attentions, tout vous paraît fade. Et pourtant, ceux-ci n'avaient pas l'air bien méchants. Mais les hommes ont fait de la violence leur argumentaire primaire, et on ne sait jamais quand celle-ci se manifestera. La vie m'a appris qu'il valait mieux pour tout le monde de s'en tenir à nos connaissances les plus proches, de rester avec les personnes que nous connaissons le mieux, pour notre sécurité et notre confort à tous. J'en avais presque la larme à l'œil. Les gens, les endroits, je n'étais pas partie très longtemps, mais tout cela m'avait manqué. À peine étais-je montée sur le pont de l'astre tardif qu'un sentiment de bonheur intense m'envahit. Vous savez, cette sensation de chaleur qui nous enveloppe dans sa bienveillance et nous apaise, comme emmitouflé dans une couverture bien chaude, comme un nourrisson dans les bras de sa mère. On se sent bien, on se sent chez soi. Enfin, j'étais rentrée à la maison. Aliénor me donna une petite tape sur l'épaule et m'adressa un petit sourire en montant sur le bateau, juste après moi. C'est elle qui était venue me délivrer alors que les gardiens qui me surveillaient jusqu'alors étaient entrés dans la caverne de l'île, me laissant seule avec le plus jeune d'entre eux. Elle tenait maintenant ce dernier par les chaînes qui entravaient ses mains et ses jambes. Après tout, on ne pouvait pas vraiment dire que c'était un geôlier féroce. Il s'agissait plutôt d'un enfant habillé d'un uniforme de la marine trop grand pour lui. Il me semble que ses amis, puisqu'il semblait que c'était la relation qui les unissait, l'appelaient Foka. Le jeune homme était terrorisé. Même s'il faisait tout pour le dissimuler, ça se voyait. Certains de mes camarades s'en amusaient, alors qu'Aliénor le poussait à travers le pont pour l'enfermer dans la cale. Bah alors, on s'est égaré, gamin? Tu sais ce qu'on fait aux mariniers ici? Je peux te montrer si tu me promets de ne pas t'évanouir avant que ça devienne drôle. L'ancre relevée, la frégate se mit en mouvement vers le large. C'était une immense joie de retrouver mon navire et mon capitaine. Safran descendit du pont de poupe et se dirigea vers moi, mais il passa à côté sans s'arrêter. « Ça fait plaisir d'être rentré, capitaine !» Tu as de la chance. Ah ? Il n'avait pas l'air bien méchant. Je ne te parle pas d'eux. Ça n'aurait dépendu que de moi, je t'aurais laissé crever sur cette île. Mais Aliénor n'en fait qu'à sa tête. Mon visage se décomposa. Qu'avais-je fait de si mal ? N'était-ce pas moi qui s'étais faite prisonnière et qui avait dû subir la captivité ? Pourquoi Safran était si énervé ? Incapable de récupérer une petite babiole. Il fallait que tu leur donnes tout directement dans le bec. Heureusement, même si on a récupéré notre incapable, on a aussi récupéré le leur. Tellement jeune. Ça va être simple d'obtenir ce qu'on veut de lui. Mais les médaillons, ils les ont sur eux. Morts, ils ne pourront pas trouver le trésor. C'est tout ce qui m'importe. Safran enjamba les marches qui mènent vers le pont où se trouve la barre et se précipita vers la poupe du navire. Je le suivis. À l'horizon, derrière nous, un navire se rapprochait, celui de mes ravisseurs. Leur vitesse était impressionnante et d'ici quelques minutes à peine, ils seraient sur nous. C'est impossible. Quel miracle les a sauvés des tonnes de fonte poudrée que j'aurais lancé dessus. Ils sont coriaces. Comment font-ils pour être aussi rapides ? Aucun navire de ces mers n'a jamais égalé la vitesse et la puissance de mon astre tardif. Je crois qu'ils viennent chercher leur ami. Sans m'en apercevoir, je laissai une petite pointe d'admiration m'envahir qui dut transparaître dans ma voix. Le capitaine me lança un regard d'un noir profond que je n'avais jamais vu. Et encore moins chez lui. Chauffez les boulets et chargez les canons supérieurs bâbord. Ils peuvent toujours rêver. On va les couler, ces rats. Safran attrapa la barre et la fit tourner à vive allure à bâbord. Alors que le bateau se penchait dans la manœuvre, tellement que le navire était à rien de se retourner, j'entrevis le visage de notre capitaine qui me faisait maintenant dos. Sur sa bouche, un léger sourire crispé mais qui ne dénotait aucune joie. Dans ses yeux, une rage noire. Sur son visage, la folie. Qui était-il ? Était-ce vraiment le capitaine que j'avais laissé avant de me faire capturer ? Je ne reconnaissais plus Safran.
Était-ce le trésor, la rage de ne pas être le plus fort, la frustration d'être toujours aussi éloigné de la puissance tant espérée? Moi qui étais si heureuse de rentrer à la maison, étais-je encore chez moi ici? Notre frégate avait maintenant complètement fait demi-tour et faisait face au navire des pirates amateurs qui m'avaient servi de gardien de prison. Nous avions l'avantage du vent, notre bateau était bien plus imposant, nous avions une 40aine de pièces d'artillerie alors qu'ils n'en avaient aucune. Tout était de notre côté, ils n'avaient aucune chance, ils fonçaient vers le massacre. Dans quelques instants, ils seront à portée et alors ce sera leur fin. Dans quelques instants, nos canons inférieurs transperceront leurs coques, quand ceux de la ligne supérieure mettront le feu à leurs ponts et leurs cales. Dans quelques instants, toute cette quête du trésor de la cave touchera à son terme. C'est parti, c'est notre canot de proue qui a tiré. Le boulet est tombé dans l'eau quelques mètres devant leur bateau, mais ils ne décélèrent pas. Ils ne tentent aucune manœuvre d'évitement. Ils continuent de se diriger à toute vitesse vers leur mort certaine. Ne se doutent-ils vraiment de rien? Ne comprennent-ils pas qu'ils courent à leur perte? Quelle force les anime ainsi? Tout ça pour un de leurs matelots alors qu'ils sont si près du trésor. Toujours le canon de proue. Cette fois-ci, c'est certain, le boulet atteindra sa cible. Après quelques instants dans les airs, d'énormes morceaux de fonte touchent le devant bâbord de leur coque, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Je plisse les yeux, c'est étrange. Le projectile semble avoir ricoché sur le bois sans le traverser ni laisser de traces. Peut-être a-t-il rencontré la coque au mauvais endroit, sur une poutre de renfort. Peut-être étions-nous encore trop loin. Un tir, un peu plus haut, juste en dessous de leur pont. Cette fois-ci c'était clair, le boulet rebondissait sur les planches de leur navire. Comment était-ce possible? Je jetai un coup d'œil discret en direction de Safran. L'agacement se lisait sur les traits de son visage. Ils ne veulent pas tâter de mes canons? Ils tâteront de mon épée. Laissez les canons! Préparez-vous à l'abordage! Sur le pont, une vingtaine de mes compagnons s'activèrent, sortant de la cale avec pour les uns un sabre et des pistolets, pour d'autres des poignards et autres coutelas, pour les derniers un mousquet. Tous n'avaient pas de sourire aux lèvres, mais chacun était excité à l'idée de l'action. Certains ne reviendraient probablement pas, mais c'était pour ça qu'ils naviguaient sur les mers. Safran, comme il le faisait toujours avant chaque abordage, se mit à genoux et frotta sa main sur le plancher du pont avant de caresser doucement son front avec. Une sorte de rituel qui était devenu une habitude chez lui, mais que personne ne questionna jamais. Il me regarda un instant et me montra le sabre que j'avais à la taille. Ces abrutis t'offrent une seconde chance, tu n'en auras pas de troisième. Ils meurent ou je ne veux plus te revoir. Aliénor nous rejoint à ce moment. Second, je te confie l'assaut tardif, tu sais ce que tu as à faire. Aliénor acquiesça et prit la barre en main. Safran descendit sur le pont principal rejoindre ses matelots. Je le suivis. D'habitude, l'excitation du combat et l'attente de la victoire certaine me réjouissaient. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je ne savais pas quoi penser. Faisions-nous les bons choix? Avant, nous défendions des valeurs. Sont-elles encore présentes? Safran ne s'était-il pas égaré en chemin? Le bateau approchait. Qu'allais-je faire? Avais-je vraiment le choix? En cet instant, je me rappelais de ce que le capitaine m'avait une fois dit. Même lorsqu'on te demande de creuser la pointe d'un sabre dans le dos, il existe toujours une autre solution. Le bateau était maintenant à quelques dizaines de mètres de nous. 50 mètres tout au plus. Tout le monde se positionna à tribord et prit appui sur le sol. 40 mètres. D'un coup sec, Aliénor fit rouler la barre à bâbord. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. 30 mètres. L'astre tardif se mit à tourner et en un instant nous étions en travers de leur trajectoire, prêts à les accueillir. Aucune manœuvre ne leur aurait permis de nous éviter. 20 mètres. Le silence. Aucun bruit. Les mouettes s'étaient tues. Même la mer semblait retenir son souffle. 10 mètres. 0. Que la fête commence! Le capitaine monta sur le bastingage et sauta sur la proue du bateau adverse. Tout le monde fit de même. Je suivis. Sur leur pont, pas un mouvement et pas une vie à l'horizon. Nous avançâmes prudemment en direction de la poupe. On attend, maintenant. Pirate tira un coup de feu vers les airs. C'était le signal que nous avions convenu. Bill, Milo et moi sortions de la cale alors que Bruce, Ariane et Pirate sautèrent de derrière les voiles pour prendre nos ennemis par surprise. À partir de ce moment-là, tout se passa très vite, et mon instinct prit le dessus. Je ne saurais donc dire exactement ce qu'il se passa, mais ce fut un beau bazar. Je me rappelle qu'à peine le combat engagé, une femme et un homme, armés respectivement d'une hache et d'un sabre, coururent vers moi. Je sortis les 2 pistolets que j'avais attachés à mon torse, et en pris un dans chacune de mes mains. Pas de jaloux, une balle par personne. Yel la reçurent tous deux dans le torse, et se firent projeter sur le sol, plus loin en arrière. Les avais-je tués? Pas le temps de s'en inquiéter. J'entendis un coup de feu non loin de moi. L'homme qui venait de tirer me visait. Je jetai un coup d'œil à mon buste, qui ne semblait souffrir d'aucune égratignure. L'homme qui venait de tirer visait mal. Je dégainai mon épée et engageai le combat avec lui. Les pirates ont d'avantageux, quand on les affronte, qu'ils manient le fer comme des enfants surexcités, shootés au sucre. Mais leurs réactions sont si aléatoires qu'elles peuvent en devenir dangereuses. Heureusement, celui-ci n'avait pas l'air bien coriace.
un peu lourdeau, fort sur ses appuis, mais pas très, disons, réactif. Alors que je fondais sur lui, il sortit 2 petites dagues, donna un coup sur la droite avec l'une, sur la gauche avec l'autre, gesticula dans tous les sens. J'esquivais, entailla son épaule et son flanc gauche de mon épée, et alors qu'il titubait, je lui donnai un coup de pied dans le bassin pour le déséquilibrer et il tomba en arrière. Bien que notre effet de surprise eût fonctionné plus qu'attendu, la bataille semblait maintenant s'équilibrer, et les combats s'embourbaient. Sur ma droite, je voyais Ariane effrayer 4 pirates ennemis avec une hache qu'elle venait de récupérer. Un peu plus loin, plus en difficulté, Bill en était venu aux mains. Milo le rejoignait pour l'aider. Pirate et Bruce semblaient avoir démarré un duel en règle contre un homme que je reconnus. C'est l'homme qui était venu me voir sur le quai à Giramar. Sûrement le capitaine de l'Astre Tardif. Une pirate aux cheveux longs avançait vers moi prudemment, épée en main. Après quelques échanges, je pus m'apercevoir qu'elle était aussi agile que ses coups étaient vigoureux. La bougresse était douée, enfin un adversaire à ma taille. C'est au milieu de cet affrontement que j'entendis Bruce crier. En me tournant rapidement vers lui, je vis une énorme plaie béante au milieu de sa cuisse gauche. Du sang commençait à couler abondamment malgré qu'il essayait d'appuyer fortement dessus de sa main gauche tout en tenant son épée de la main droite. Je comprenais alors que l'issue de cette bataille était encore loin d'être déterminée. Il n'avait pas particulièrement l'avantage, nous non plus. Le combat pourrait encore durer des heures sans qu'une issue ne soit trouvée. Mais Bruce était blessé, et il fallait que nous le soignions. Il fallait que nous fuyions. Nous trouverions un moyen de libérer Foka ensuite. Je jetai un coup d'œil vers Pirate. Il lut dans mes pensées. Il escalada le pont de poupe, prit la barre et tenta de la faire tourner à bâbord, mais celle-ci peinait à se mouvoir. Bill vint à son secours. À deux, ils réussirent à actionner le gouvernail et notre bateau commença peu à peu à tourner. Bientôt, nous étions parallèles à leur navire et, avançant lentement, frottions flanc contre flanc. Le bois craquait, mais les récents événements m'avaient montré que je n'avais pas besoin de m'inquiéter pour l'intégrité de notre vaisseau. L'ennemi, comprenant notre manœuvre, décida lui aussi de se replier et les pirates adverses sautèrent par-dessus le bastingage sur le pont de leur bateau tant qu'ils le pouvaient. En quelques instants, nous avions repris de la distance sur l'Astre Tardif qui semblait ne pas tenter de poursuite, et pouvions donc souffler un peu. Le sang continuait de couler de la cuisse gauche de Bruce. Bill jeta toutes ses armes sur le sol et accourut vers lui. Je m'occupe de lui. T'es médecin maintenant ? Je n'obtins aucune réponse, mais la mot que m'accorda notre maître d'équipage me fit comprendre que non. Je plains Bruce, que le destin le protège. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur, me faire tailler la cuisse à coups de sabre ou me faire soigner par Bill. Certes, nous avions toujours nos 2 amulettes et une partie de la carte qui nous mènerait au trésor. Mais Foka était toujours retenu prisonnier, et maintenant, Bruce était aussi blessé. Pour la première fois, je me sentais désemparé. Que faire maintenant ? Alors que je ne pensais pas ça possible, cet épisode semblait se terminer plus mal qu'il n'avait commencé. Au moment où Bruce et Bill entrèrent dans la cale, en sortit une femme qui ne faisait pas partie de notre équipage. Je mis instinctivement ma main à mon épée. Elle semblait pourtant inoffensive, mais je la reconnaissais. Elle leva les mains, me regarda. Je peux vous aider. Attendez, je disais, je peux vous aider. Je sais où se trouve votre ami. Maintenant c'est bon.